Bonjour et bienvenue dans cette rencontre santé au travail, rencontre virtuelle qui vient en remplacement d'une rencontre qui devait se tenir en présentiel, comme on a appris à dire aujourd'hui, mais qui se fait maintenant à distance. J'espère que vous m'entendez tous bien. Vous êtes normalement plusieurs dizaines, plus de 117 inscrits pour assister à cette rencontre organisée par AST 74. Moi, je suis Éric Renevier, je suis journaliste économique à Éco-Savoie-Mont-Blanc d'habitude et j'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette rencontre où on va beaucoup parler de téléconsultation. Téléconsultation, nous sommes prêts, c'est l'intitulé, mais ce n'est pas l'unique objet de cette présentation lors de laquelle je vais avoir beaucoup d'intervenants, point moins de 8, avec un timing très serré. Donc, on m'a demandé de passer le message, de couper derrière vos écrans vos caméras afin de garder un maximum de débit, vos caméras émettrices, afin de garder un maximum de débit pour nous entendre et nous voir. Nous allons assez vite rentrer dans le vif du sujet. Je vous présenterai, je pense, les invités ou les intervenants au fur et à mesure, de manière à aller le plus rapidement possible. Est-ce que le premier de ces intervenants, Serge Le Simple, président d'AST 74, est bien en ligne avec nous? Serge, est-ce que vous m'entendez? Serge Le Simple, président d'AST 74. Oui, je vous entends, mais vous ne m'entendez pas. D'accord, ça y est, on vous entend, monsieur Le Simple. Bonsoir, bienvenue. Serge Le Simple, donc président d'AST 74, président aussi de Présence, qui est l'Association nationale des services de santé au travail. Peut-être, avant de commencer, présentez-nous en quelques mots à la fois la santé au travail et ce qu'est AST 74 aujourd'hui, qui regroupe, je le dis, je déflore un peu le sujet, plus de 12 000 entreprises, plus de 120 000 salariés sur le département. Serge Le Simple, décrivez-nous aujourd'hui, en 2 mots, la santé au travail. Écoutez, je vais commencer, je n'ai pas de visio, rien du tout. Mon écran s'est éteint, mais la voix passe, je crois. Donc simplement, je vais essayer d'aller assez vite, bien sûr, puisque c'est assez serré le timing. Rappeler rapidement que AST74, c'est en fait la fusion de 3 services. L'ASMI qui était sur Annecy, sur le Léman, un autre service, et enfin le service départemental du BTP. ASMI était la structure la plus importante. J'ai un historique un peu de celle-ci qui est intéressant parce que vous verrez que l'innovation n'est pas d'aujourd'hui dans nos structures, puisque nous sommes nés en 1954 de la volonté d'entrepreneurs soucieux de la santé de leurs salariés et ayant déjà compris que l'amélioration de la santé de ceux-ci allait de pair avec l'amélioration de la performance de leur entreprise. Aujourd'hui, 66 ans plus tard, je voudrais vous rappeler que nous ne sommes en fait, nous, les services de santé au travail, nous ne sommes que l'atelier ou le service santé-sécurité au travail de chacun de nos adhérents, trop petits pour disposer d'un service interne ou qui ont fait le choix de nous rejoindre, et qui ont eu l'obligation de nous créer, de nous administrer en parité avec les organisations syndicales représentatives et de nous financer. Depuis toujours, à ma connaissance, plus de 30 ans, les présidents qui se sont succédés à l'ASMI et les directeurs correspondants, mandatés par leur conseil d'administration, ont toujours été à la recherche d'innovation pour améliorer la prévention, qui a été toujours un souci permanent, dépassant le souci de la santé ponctuelle, en fait. C'est le rôle historique des services de santé au travail, vous faites bien de le rappeler, et donc vous rappelez bien qu'on est un service financé par les entreprises et aussi piloté par les entreprises. Pourquoi vous nous parlez aujourd'hui d'innovation? Parce qu'on va beaucoup parler d'innovation aujourd'hui avec des nouveaux logiciels. Aujourd'hui, où on en est des réformes aussi de la santé au travail? Parce que depuis 2004, ça bouge beaucoup et on est aussi dans un processus qui est en train d'évoluer. On l'a vu pendant le Covid, la santé au travail a parfois été attaquée par certains députés. Elle est aussi défendue par un rapport récent de l'IGAS. Comment vous, président de Présence, vous voyez l'évolution de la médecine du travail, et notamment avec les évolutions technologiques qui sont permises aujourd'hui?
Écoutez, au-delà des postures des uns et des autres actuellement, qu'il s'agisse d'un certain nombre de députés, qu'il s'agisse des différentes organisations patronales, qu'il s'agisse des différentes organisations syndicales, des négociations viennent de s'ouvrir, un projet de loi sera de toute façon présenté. Bon, ça c'est le jeu normal de la démocratie. Euh, En ce qui me concerne, je pense que vouloir étatiser, comme c'était l'idée d'un rapport qui a maintenant 2 ans, était une erreur fondamentale. Je n'ai jamais vu quelque chose qui était étatisé et qui fonctionnait mieux après qu'avant. Voilà, aujourd'hui, nous ne sommes que des opérateurs, hein, je le disais, nous ne sommes que l'atelier santé sécurité au travail de nos adhérents. Donc nous sommes un opérateur, nous n'avons pas à entrer dans la négociation des uns ou des autres, et nous appliquerons la réforme qui viendra, et nous appelons de nos voeux une réforme, hein, c'est clair, nous sommes en demande de réforme, avec les objectifs qui sont les objectifs des uns et des autres. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, il ne faut pas faire de réforme qui soit loin du terrain, loin du territoire, comme cela avait été envisagé. Je crois que la force que nous pouvons avoir, les choses intéressantes que nous pouvons faire pour nos adhérents, elles se passent sur le terrain, elles se passent au plus près, dans les entreprises, avec des centres les plus près possibles de nos adhérents pour éviter les pertes de temps inutiles, les pertes de temps étant des pertes d'argent, bien évidemment, et pour la meilleure santé de leurs salariés. Donc là-dessus, nous avons des propositions, nous avons une offre de service que nous présentons, nous avons des demandes d'indicateurs, enfin nous avons un véritable, comment dirais-je, nous offrons aux négociateurs et à l'État qui auront à décider de ce que sera cette réforme, nous leur offrons véritablement aujourd'hui une réflexion, des propositions qui sont, me semble-t-il, intéressantes et qui devraient demain, je pense, être la base de la réforme. Voilà, je n'entrerai pas bien sûr dans le détail, mais une offre de service complète et surtout des indicateurs qui permettent de tracer la réalité du travail réalisé et les résultats dont nous avons besoin, sans compter bien évidemment la veille sanitaire dont on a parlé dans la réunion précédente. Merci Serge Le Simple. Vous insistez sur la proximité et c'est très bien. Je me tourne immédiatement vers Benoît Dekerle, qui est le directeur de AST 74. Cette proximité, elle a été déterminante dans les semaines écoulées, parce qu'on sort d'une période que personne n'avait jamais connue, une période inédite, où vos services ont été au cœur de l'action, aux côtés des entreprises. Comment ça s'est passé, cette gestion du Covid, au niveau de vos services, Benoît ? Alors, je crois que une fois passé l'instant de sidération de comprendre qu'on allait tous rentrer chez nous, voilà, et fermer les centres, on a été longtemps dans une culture de progrès social, et le télétravail, on avait commencé petit à petit à s'y mettre, et là, on a pu le déployer de façon très rapide, dans une grande envergure. Et je peux dire que sous 48 heures, et grâce à l'efficacité de notre service informatique et à la bonne volonté de tout le monde, eh ben, on s'est trouvé en mesure de contacter toutes les entreprises et de pouvoir prodiguer des conseils. Donc pour vous dire, durant la période de confinement, on a prodigué autant de conseils, autant d'actions d'entreprise que ce qu'on fait habituellement dans un an. Alors évidemment, ça n'a pas le même poids en termes de charge de travail, mais voilà, on a eu plus de 3000 interventions. Et puis les médecins ont pu aussi, la réglementation ayant bougé simultanément, effectuer un certain nombre de visites médicales en téléconsultation, hein, qui est l'objet aujourd'hui. Voilà, et de façon à pouvoir débloquer des situations d'embauche sur des gens qui étaient là pour effectivement la continuité de la vie du pays, et puis des gens aussi qui peuvent être avec des problèmes sociaux à la clé s'ils n'ont pas de visite médicale. Alors ça, c'est très quantitatif. Je propose c'est qu'on puisse regarder on a fait un petit film voilà, qu'on va pouvoir passer. On a interrogé nos adhérents, on aime bien aller à la rencontre de nos adhérents, hein. On est au service des entreprises, association patronale, donc regardons ce petit film si notre opérateur y arrive. Oui, il va y arriver.
avec donc des témoignages d'entreprises qui ont été épaulées, accompagnées par AST 74 pendant cette crise. L'atelier a été arrêté pendant 4 semaines et les monteurs aussi 4 semaines. Certains services, une très grosse charge de travail. On n'a pas du tout arrêté l'activité, on a pu continuer, donc il n'y a pas eu d'arrêt. On était au magasin de première nécessité, donc effectivement nous n'avons pas arrêté l'activité. Nous avons dû remettre au travail les postes de terrain. Commercialement, ça s'est arrêté quasiment à 100%. Quoi. On a surtout réinventé une méthode de travail qui leur permettait d'être en sécurité le plus possible. La problématique a été de mettre tout en place, tout barrières. Puisqu'on avait décidé qu'on ne reprendrait pas l'activité si nous n'avions pas au moins les masques. La reprise s'est faite en douceur. On a limité les vestiaires à 2 personnes. Ils partent pas à 2 dans un véhicule. Chaque personne avait, je dirais, son petit kit. Ils ont tous de l'eau, du savon, des lingettes, des masques, des cagoules visières. On a eu plus de difficultés à empêcher les gens de revenir qu'à les faire revenir. Globalement, tout le monde était content de revenir. Nos équipes vont bien, d'une manière générale, que ce soit les gens qui sont sur le site ou les gens qui sont en télétravail. C'est sûr que ça nécessite parfois des rappels des règles, notamment sur le port de masque. On a l'impression que le moral est resté plutôt bon, voire très bon pour certains, pour lesquels la difficulté qui n'avait pas été anticipée, c'est qu'ils ne voulaient plus revenir sur site. Certains ont souffert de la situation et de ses à côté. On a pu réintégrer déjà une partie en protocole de déconfinement. Notre groupe a mis en place un numéro vert qui est ouvert 24 heures sur 24. On avait mis en place une hotline spécifique Covid, avec effectivement des gens spécialisés pour répondre aux questions plus côté médical, mais aussi effectivement des interrogations par rapport à la crise sanitaire de manière générale, et des psychologues vraiment du travail pour effectivement répondre aux interrogations en cas de mal-être. Les gens vont plutôt bien et sont plutôt confiants, ce qui est important. AST 74 a été un très bon interlocuteur pendant cette crise qui nous a permis de faire l'interaction entre les mesures gouvernementales et les recommandations liées à notre secteur d'activité. Dans beaucoup d'entreprises, c'est l'utilisation et la typologie des masques, le traitement et l'accompagnement de nos salariés les plus fragilisés. On a reçu pas mal de documentation instructive sur les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques. Donc le docteur est venu plusieurs fois avant la reprise et après la reprise et nous a accompagnés pour justement la mise en place de notre plan de reprise. On a aussi participé à un webinar organisé sur tout ce qui était EPI. Document unique où ils nous ont également accompagnés sur sa mise à jour des nouveaux risques qui étaient générés liés au coronavirus. On a eu beaucoup de moyens de communication en fait, qui ont été utilisés avec l'AST 74 pendant cette période. Et ça permettait d'avoir un regard extérieur et professionnel sur ce qu'il était recommandé de faire. Ça a été au niveau du plan de reprise, à savoir comment réintégrer donc, nos collaborateurs dans les meilleures conditions, que ce soit dans les espaces dits collectifs, espaces communs ou individuels. Et FFP2, on n'arrivait pas à en avoir. J'avais un client qui pouvait nous avoir des masques équivalents et on m'a confirmé que c'était bien équivalent. Pour moi, ça a été cette fameuse checklist, ça a été très très précieux. Le fait qu'ils aillent plus loin en nous accompagnant avec le CSE et qu'ils participent aux discussions, ça c'était la cerise sur le gâteau. C'est le support du service toxicologique AST 74. Ce sont vraiment des partenaires pour nous, la médecine du travail. Donc la recommandation la plus pertinente, je dirais, c'est plutôt le fait qu'ils nous aient aidés à lever nos doutes. On a vraiment senti la proximité. Aujourd'hui, on a un vrai partenariat avec l'AST 74 et les équipes en place. Il y a un tel partenariat aujourd'hui
que je vois pas trop ce qu'on pourrait leur demander de plus. Moi, ce que j'attends toujours, c'est cette continuation de présentiel, c'est-à-dire de temps en temps, les différents services de l'AST 74 viennent nous conseiller, nous aider. C'est toujours très pertinent et très réactif. Ils sont vraiment présents très régulièrement. Ça nous permet d'avoir des salariés qui puissent être bien dans l'entreprise et que l'entreprise puisse être bien. On était vraiment satisfaits de la prestation et surtout de l'accompagnement qu'on a pu avoir pendant cette crise sanitaire. Je souhaite que ça continue comme ça en tout cas. Prévention, proximité, partenariat, j'imagine Benoît Decart que ça vous fait très plaisir d'entendre ces éloges. Exceptionnel, mais voilà, sur un problème de santé complètement inédit, si nous on n'est pas là, quand est-ce qu'on sera là, quoi. Donc non, ça a très très bien réagi dans un très bon collectif, tant sur un plan humain que organisationnel et matériel. Oui, on a montré qu'on était une organisation apprenante et réactive. Voilà. Vous avez répondu présent face à cette crise, face à ce confinement. Est-ce qu'il faut parler au passé parce qu'on peut se demander en regardant le site ast74.fr aujourd'hui si vraiment on doit parler au passé, parce que l'ARS tire un petit peu la sonnette d'alarme en signalant une remontée des cas de Covid-19 dans le nord du département. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Haute-Savoie face à cette pandémie? Je me tourne vers le docteur Michaud et le docteur Légende, je ne sais pas. En premier, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux, micro en main et désinfecté comme il se doit? Venez avec près de moi, docteur, merci, sur où on en est aujourd'hui, quelle est la situation sanitaire dans le département. Alors merci, bonjour. La situation sanitaire dans le département, je pense que vous avez dit l'essentiel, effectivement. Il semble qu'il y ait des cas dans le nord du département. Pour le reste, il semble qu'on soit dans une relative accalmie. Cela dit, il faut toujours être très vigilant et moi j'attirais vraiment l'attention des entreprises sur le fait qu'il ne faut pas se relâcher. Parce que je constate que effectivement au déconfinement, tout a bien été mis en place et les mesures de prévention étaient bien respectées. Et on constate en allant maintenant que un certain relâchement arrive, sans doute au constat de ce qui se passe dans le milieu extérieur. Il fait beau, tout le monde se déconfine largement. Faut quand même se rappeler que les entreprises ont une grosse responsabilité vis-à-vis de la santé de leurs salariés, mais aussi il faut bien qu'elles pensent aussi à leur intérêt économique. Si jamais on a des cas dans une entreprise, des cas de Covid ou de contact Covid, on sera obligé de reconfiner les gens et ça n'arrangera pas les affaires de l'entreprise. On a eu des cas comme ça en début de déconfinement qui ont été très bien gérés car les entreprises à l'époque avaient pris toutes les mesures, port du masque, distanciation, etc., etc. Si pareil cas arrive maintenant, pour certaines entreprises, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc je voudrais simplement, si je peux me permettre, passer ce message et de ne pas trop relâcher la vigilance. Merci docteur, vigilance et sérieux, prévention toujours. En même temps, c'est quand même la reprise. Et dans cette reprise, docteur Nadège Guidou, psychologue, quels sont un peu les risques liés à la reprise? Et je pense notamment aux risques psychosociaux. Je sais que vous avez déjà consacré un webinaire, il est accessible toujours sur la chaîne YouTube. Vous tapez AST74 dans le moteur de recherche YouTube ou sur le site de AST74. Mais en résumé, quels sont un peu les enjeux liés à la reprise aujourd'hui dans un contexte sanitaire toujours fluctuant, comme vient de nous le dire le docteur Michaud? Oui, merci. Alors, il me semble que pour bien comprendre les enjeux, il faut avant tout bien comprendre ce que c'est qu'une crise. Une crise, c'est un phénomène qui vient percuter tous les éléments d'un système et des sous-systèmes qui le composent. Ça veut dire que cette crise qui s'est d'abord manifestée sur un plan sanitaire et qui aujourd'hui se manifeste sur le plan économique est aussi une crise du travail.
Et quand on regarde ce qui s'est passé dans les entreprises, on s'aperçoit qu'en fait, tous les pans de l'activité ont été impactés, qu'il s'agisse de l'organisation du travail, des coopérations, des collaborations, des outils, des pratiques, et même parfois du produit qui était la finalité du travail, donc qui a été modifié. Donc il me semble que l'un des premiers enjeux, c'est vraiment de penser les impacts sur le travail et pas seulement que les impacts sanitaires et les impacts économiques. Ça amène assez logiquement à un second enjeu qui va être finalement celui des espaces dans lesquels les entreprises, les collectifs, les managers vont pouvoir venir discuter de ces impacts. Parce que si on ne peut pas nommer une difficulté, on ne peut pas en parler et on ne peut pas agir. Et dans ce cas, ce qu'on voit, c'est que les salariés subissent plutôt que d'être proactifs et d'agir. Et ça se fait au prix d'efforts individuels qui sont très coûteux. Et c'est aussi plutôt inefficace du point de vue de l'entreprise et de sa performance, puisque les marges de manœuvre les plus efficientes dans une entreprise, elles sont au niveau de l'organisation et des collectifs. Et puis, l'entreprise prend aussi le risque de voir émerger des conflits, puisque les stratégies vont être individuelles et non plus collectives. Donc ça me semble être un enjeu très important, comment l'organisation, les managers vont pouvoir accompagner ces espaces où vont pouvoir se discuter les impacts sur le travail. Alors ce qui a été difficile, mais aussi ce qui a été réussi, bien entendu, pour que finalement ces impacts soient des transitions et non pas des ruptures. Et vous avez des conseils, des suggestions à formuler en la matière ? Alors, il me semble que une des fonctions d'accueil, la fonction d'accueil va être essentielle. Et dans cette fonction d'accueil, au sens premier du terme, il s'agit de faire une place ou de refaire une place. Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire accueillir les vécus, tant du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue de l'activité, surtout. Qu'est-ce qui s'est fait dans le travail et quels sont aujourd'hui les enjeux du travail du point de vue des professionnels. Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, c'est ce qui va faire l'articulation entre les enjeux stratégiques de l'entreprise et les enjeux du terrain. C'est ce qui va permettre aussi à une entreprise de rester liée à ce qui se passe sur le terrain et donc d'être aussi efficiente. Donc accueillir, discuter des impacts du travail et puis aussi sur les messages de prévention qui sont vraiment largement envoyés par les entreprises. Je voudrais insister sur le fait qu'il ne suffit pas d'envoyer un message pour qu'il soit compris et qu'il soit approprié. Donc il me semble qu'il est important de créer des moments où ces messages de prévention peuvent être discutés. Aussi parce que les managers ne peuvent pas penser à toute la spécificité de l'activité. Et donc les salariés vont avoir des questions en rapport avec leur activité. Et donc ces espaces-là vont être importants aussi pour renforcer la pertinence des mesures de prévention et aussi développer l'adhésion, puisqu'on sait que l'adhésion va être plus forte quand on peut participer au processus de changement. Vous parlez de messages, j'en profite pour faire une petite parenthèse à toutes celles et ceux qui nous suivent derrière leurs ordinateurs. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer des messages, vous pouvez nous envoyer des questions par chat, par écrit. Vous avez peut-être dans votre fenêtre d'ordinateur, vous le voyez, sur la partie gauche de l'écran, les questions qui défilent déjà. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions. Dernière question, Nadège Guidou. Est-ce que vous êtes très sollicité en la matière et plutôt par les employeurs, plutôt par les salariés en ce moment? Qui est le plus inquiet? Alors, temporellement, en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt les salariés. Qui nous ont sollicités par l'intermédiaire toujours des médecins du travail. Mais on a plutôt des sollicitations au niveau des salariés. Et au niveau des entreprises, ça va plutôt passer par des temps d'échange collectifs comme aujourd'hui ou par des webinaires, mais moins d'intervention directement dans l'entreprise avec des accompagnements qui aujourd'hui se peut mettre un petit peu moins en place, mais plus des discussions collectives. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'AST74, soit via ce chat, soit via le site. AST74 qui devient de plus en plus accessible parce que, Benoît Decarle, vous êtes en train d'expérimenter un nouveau service, un service en ligne qui s'appelle Padoa, on va le nommer, et on doit avoir notamment Cédric Matorel, le PDG de Padoa, aussi en ligne. J'espère qu'il est bien là. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. J'espère que vous aussi. Bonjour Cédric Matorel.
C'est un service, Padoa, Bonjour. qui propose notamment de la téléconsultation en ligne. Ça pourrait être utile dans la période. C'est encore un peu tôt pour la Haute-Savoie parce qu'on vient juste de débuter l'expérimentation. Mais en quelques mots, Cédric Matorel, parlez-nous de Padoa et de cette avancée technologique que vous proposez via votre application. Alors bonjour à tous. Donc Padoa, c'est une société qui a à peu près 4 ans, qui a été créée fin 2016, qui est un éditeur de solutions logicielles spécialement pour la santé au travail et uniquement pour la santé au travail, et qui a la particularité en fait d'avoir une approche un petit peu différente peut-être d'autres outils, au sens où plutôt que de proposer simplement un logiciel classique, on propose une plateforme numérique qui est ouverte très largement sur le monde de l'entreprise, donc sur l'employeur et sur le salarié. Donc l'idée, c'est non seulement d'accompagner les professionnels du service de santé au travail dans leur activité et dans les différentes choses qu'ils ont à faire en termes de manipulation de dossiers divers et variés, mais aussi d'accompagner le triptyque employeur-salarié, services de santé au travail, dans leurs échanges et dans leur collaboration sur toutes les problématiques qui ont trait à la prévention et à la santé au travail. Ça n'existait pas, ça. Quelles améliorations ça apporte? Ce qu'on a parlé, l'intitulé aujourd'hui, c'est la téléconsultation. Je sais que c'est une des grosses avancées permises par votre application. C'est pas la seule. Ça n'existait pas avant, ce type de service dans la médecine du travail? Alors, il existait d'autres logiciels de santé au travail, bien sûr. Certains avaient on va dire des satellites et des options ouvertes vers l'extérieur. La particularité de Padoa, c'est que nativement, c'est une solution entièrement ouverte. Et donc, les fonctionnalités et les outils qu'on offre sont très équilibrés entre les 3 parties dont je parlais précédemment. Et l'idée, c'est vraiment de replacer l'entreprise, l'employeur et le salarié au cœur de tous les processus liés à la santé au travail. Alors, j'ai prévu, si vous voulez, d'ailleurs, quelques illustrations pour que tout le monde puisse réaliser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que votre service de santé au travail va vous proposer, qui sera peut-être différent de ce à quoi vous avez l'habitude. Alors, attendez, je regarde. Je ne sais pas si on peut les avoir à l'écran, si c'est lui, vous êça en train de les passer. Voilà. D'accord, très bien. Donc, si vous voulez bien, je peux donner juste quelques exemples, ce sera beaucoup plus tangible. On va passer ça sur ça. Voilà, donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour vos salariés? Ça veut dire que votre service de santé au travail va proposer à vos salariés une prévisite connectée, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer directement en contact avec un professionnel de santé quand il va dans le service, il va avoir un temps en autonomie accompagnée où il va pouvoir, à travers un dispositif comme vous voyez illustré ici, une tablette et un certain nombre d'objets connectés, il va pouvoir faire un premier niveau de diagnostic en répondant à un questionnaire, en réalisant quelques tests avancés. Et puis, dans un second temps, il va pouvoir rencontrer, bien sûr, le professionnel de santé pour échanger avec lui, pour éventuellement avoir des examens complémentaires et puis bénéficier des recommandations de cet expert. Mais il y a ce premier temps qui souvent est très apprécié par les salariés parce que ça leur permet de rentrer dans le sujet et ça permet derrière d'avoir une visite qui peut être plus interactive. Donc, quelques visuels. Alors là, c'est pas la ST74, mais là, vous avez un exemple dans un service parisien qui a installé notre solution où vous voyez les endroits où se réalise cette prévisite, donc des espèces de petites alcôves comme ça. Alors ici, elles sont colorées, mais elles ne sont pas nécessairement. Et puis, là, vous avez un salarié qui est en train de réaliser sa prévisite et qui est aidé par une assistante. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres choses. Une fois que le salarié est rentré chez lui, il a son espace sur lequel il peut se connecter, soit sur un ordinateur, soit sur son smartphone, sur lequel il va retrouver à la fois des informations administratives sur ses dates de prochaine visite, sur des communications, etc. Mais il va aussi retrouver des attestations dont il a besoin. Il va retrouver les résultats des tests qu'il a réalisés et il va retrouver des recommandations du professionnel de santé qu'il a rencontré. Donc, on rentre dans une logique où la santé au travail, c'est pas uniquement la visite, c'est la visite et puis derrière, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité en termes d'accompagnement.
Alors, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, la plateforme, enfin, votre service pourra aussi vous proposer de la téléconsultation. Alors, la téléconsultation, son utilisation a connu une envolée très importante au moment de Covid à cause du confinement. Voilà. Cet outil permet de faire de la consultation sur différents outils, que ce soit depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Et c'est un outil qui est intégré dans le reste de la plateforme, ce qui permet aux professionnels de santé d'avoir en même temps la partie visio et en même temps le dossier médical du salarié et donc de l'accompagner de temps mieux. Et de la même manière, en termes de simplicité, le salarié, lui, accédera à la visio depuis son espace que je vous ai présenté précédemment. Alors voilà, ça c'est quelques exemples pour le salarié. Pour l'employeur, de quoi on parle? On a également un portail qui est mis à la disposition qui sera mis à la disposition des employeurs. Alors on appelle ça un portail étendu parce qu'en fait il va couvrir deux sujets. Il va couvrir des sujets, deux familles de sujets. La famille, on va dire, des sujets administratifs et puis la famille des sujets plus de fond, de travail sur la prévention. Donc là, j'ai pris quelques exemples pour illustrer. Là, ici, vous avez donc en termes de simplification de la gestion administrative, ici, vous avez le tableau de bord d'un employeur qui voit l'ensemble de ses salariés pour lesquels il y a des visites qui sont prévues ou qui ont été réalisées. Et puis, il peut, en cliquant ici ou là, récupérer le cas échéant, la convocation, l'attestation. Voilà, il a un endroit où il peut récupérer ces pièces et où il a la vision effectivement de ce qui se passe au niveau de ses salariés. Si je continue, voilà. Là, vous avez un autre exemple où vous avez l'ensemble des documents qui sont échangés entre le service de santé au travail et l'employeur qui sont répertoriés et que l'employeur peut retrouver. Ici, vous avez des facilités qui peuvent être offertes pour les prises de rendez-vous et la gestion des convocations. Donc, on va dire que c'est dans l'esprit un petit peu comme ce qui se passe sur un Doctolib, mais bien sûr adapté aux spécificités de la santé au travail. Et puis, donc, je vous avais dit, il y a à la fois cette partie administrative là que j'ai illustrée, puis il y a également une partie plus sur l'accompagnement dans l'autodiagnostic, la meilleure connaissance des risques, et puis derrière la construction des plans de prévention. Donc, on est, vous voyez, sur des choses très simples qui peuvent être mises à disposition de l'employeur, où en fait, il va décrire les situations de travail, ce qui se passe dans son entreprise avec c'est totalement déjargonné. L'idée, c'est que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit de manière très simple, avec une espèce de logique d'entonnoir. Il va commencer par dire, oui, effectivement, je suis concerné par telle ou telle catégorie. Et puis, s'il en choisit une, on va lui demander de manière un peu plus détaillée de quoi il s'agit, quel type de situation de travail il rencontre et quel type de moyens de prévention il a mis en place. Donc, ça lui permet comme ça de partager de l'information sur les risques avec son service de santé au travail qui, de son côté, va pouvoir interagir avec lui et l'accompagner dans la bonne appréhension de ces risques. Alors ici, voilà, on va un peu plus loin. Une fois qu'on a identifié les situations, on peut bien sûr indiquer quels sont les salariés qui sont concernés. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est de pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire qu'on a la santé au travail, c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup de données. Ces données, elles vont être bien sûr exploitées par les experts du service de santé au travail, mais il y a une partie aussi qui peut être restituée à l'employeur avec quelques exemples de tableaux de bord qui permettent à l'employeur de comprendre à la fois quelle est sa situation, puis de la comparer avec celle de l'ensemble des entreprises qui sont suivies par la ST74, spécifiquement celle de son secteur. Alors ça va aller des données d'ancienneté jusqu'à des données effectivement plus spécifiques à la santé au travail. Vous voyez, encore une fois, c'est une illustration, mais quel est le nombre de salariés chez moi qui font de la conduite d'engin et quelle est dans le secteur la moyenne. Là, les exemples permettent de mieux comprendre finalement ce qui se passe dans mon entreprise par rapport à ce qu'on observe en général. Voilà, et donc vous avez comme ça ensuite vous avez également une vision sur l'ensemble des actions de prévention qui ont été entreprises par le service de santé au travail dans mon entreprise. Voilà, on met la data au service de la prévention. C'était d'illustrer comment est-ce que, avec le digital, avec les outils numériques, le service de santé au travail va pouvoir échanger de manière très, très simple et très
en continu finalement, avec à la fois le salarié et avec l'employeur. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Vous avez commencé il y a 4 ans, vous avez un peu plus d'1 million de salariés couverts aujourd'hui, je crois, et je ne sais plus combien d'entreprises. Quels sont les premiers retours? Est-ce que vous avez eu déjà des problèmes ou pas? Alors effectivement, on est, sans compter la ST74, puisqu'aujourd'hui on est dans une phase de test avec la ST74, on est effectivement à un peu plus d'1 million de salariés suivis. Alors bien sûr, on a eu beaucoup de retours parce que la solution elle est en construction permanente. Quand on a démarré, il y avait qu'un tout petit bout de ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Et dans notre approche, ces retours sont très importants, puisqu'en fait, c'est ce qui nous permet de construire notre plateforme. Aujourd'hui, c'est à la fois à travers des échanges avec nos clients du côté du service de santé au travail, mais aussi des échanges parfois avec des ateliers qu'on organise avec des adhérents, qu'on peut ajuster nos outils, les faire évoluer, les améliorer pour qu'ils correspondent à leurs attentes et qu'ils soient exploitables. Donc voilà, sinon les retours sont plutôt bons aujourd'hui. Hein. On a, encore une fois, l'entreprise a été créée il y a 4 ans. Fin 2017, on couvre 30 000 salariés. Fin 2018, 230 000. Fin 2019, 600 000. On devrait finir l'année, je pense, pas loin d'1,5 million. Donc voilà, les gens votent en marchant, hein, souvent on a tendance à dire, mais c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Très bien, merci. On devait voir une petite vidéo. Je vous propose simplement de renvoyer les internautes intéressés vers votre site pour essayer de conserver le timing de notre réunion. Et puis, on va faire une première réaction, justement, d'un utilisateur. Vous, Dr Michaud, qu'on a déjà entrevu tout à l'heure, comment vous appréhendez ces nouveaux outils techniques? Je vais me faire l'avocat du diable, comme on dit. Quelque part, là, il y a moins de contact, c'est un peu inhumain, c'est un peu de la tablette et de l'écran. Vous êtes ou bien en téléconsultation ou à exploiter des datas. Vous perdez votre métier, si je veux caricaturer. Non, il n'y a pas un peu ce risque-là. Et comme tout à l'heure, je lave le micro. Oui, effectivement, ça, au premier abord, c'est ce risque-là on peut penser à ça. Après, moi, je ne connais pas encore Padoa, mais il y a quand même la partie interaction avec le salarié qui existe toujours. Simplement, on a une visite avec un recueil des informations du salarié, et ensuite on rencontre bien sûr le salarié. Et alors, bien sûr, la téléconsultation, on n'a pas le contact physique avec le salarié. C'est vrai qu'on préfère le présentiel, hein, comme on dit, parce que c'est beaucoup plus riche. Mais ça semble intéressant. En tout cas, les collègues qui sont en train de le tester semblent plutôt satisfaits. Donc, à suivre. Voilà. Puis, ne partez pas, on va essayer d'être interactif un maximum puisqu'on a les outils technologiques pour ça. Il y a une première question qui est posée qui est assez intéressante, qui n'est pas en lien direct avec Padoa, c'est connaît-on la date pour la fin des arrêts de travail pour les personnes vulnérables? Est-ce qu'on a des informations, docteur, à ce niveau-là? Il semble que ça continue, je sais plus où on en est, à vrai dire, puisque ça change sans arrêt. Il semble que au moins au 31 août, ça semble valide. Hein, donc ça part à l'intermédiaire d'un certificat, soit du médecin du travail ou du médecin traitant, un certificat dit d'isolement. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, sauf erreur à vérifier quand même, hein, puisque les données changent souvent. Merci, docteur. Je me tourne vers votre consoeur, Stéphanie Legendre. Même question, mais à la limite, tout à l'heure j'étais l'avocat du diable, là je me fais l'avocat de Padoa. En même temps, c'est assez formidable quand même de pouvoir consolider des informations et d'avoir une vision globale pour savoir vraiment où on en est, d'être informé en amont avec tout l'historique de l'entreprise grâce à toutes ces données qui sont conservées, qui sont centralisées. L'informatique, ça a quand même du bon, non, dans tout ça?
Oui, c'est sûr. Donc la téléconsultation, c'était une première expérience pour ma part, mais on a bien été obligés, au vu de la crise sanitaire, de s'adapter pour pouvoir continuer notre activité de visite médicale. Donc les solutions techniques ont été rapidement mises en place par la ST74, qui a permis que je puisse commencer les téléconsultations en visioconférence dès le mois d'avril. Et j'en ai réalisé à peu près 80 depuis. Donc on a eu des retours positifs de salariés. La principale crainte, c'était de ne pas arriver à refaire le lien de confiance qu'on essaye d'établir avec les salariés, parce que c'est grâce à ce lien de confiance qu'on démêle des situations qui sont parfois complexes d'un point de vue médical. Et finalement, on s'est rendu compte que pour ce problème-là, la relation se faisait très bien. Peut-être le fait de voir le médecin par écran interposé ou le fait de ne pas se déplacer dans un lieu peu familier. On a réussi donc à bien établir des relations avec les salariés. On a eu également des retours positifs d'adhérents, puisque grâce à cette solution, on n'a plus de risque routier. Des fois, les salariés viennent un peu en avance, s'attendent en salle d'attente, et là, c'est un temps qui était mis à profit donc, pour le travail. On a remarqué qu'on avait très peu de retard dans les visites et pas d'absence. Donc nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est que le service rendu aux salariés et aux adhérents soit de qualité et qu'on puisse faire notre activité de prévention des risques professionnels correctement. Et de ce point de vue-là, la téléconsultation était un bon outil finalement. Voilà. Après, on a eu quelques soucis qui sont principalement technologiques, hein, des soucis de connexion notamment. Et puis il y a un gros travail en amont pour nos assistantes de planification. Donc c'est sûr qu'on aurait besoin d'une solution technologique qui soit un petit peu plus simple, un petit peu plus fiable, et puis qui simplifie, et puis qui se coordonne bien avec notre logiciel médical, et qui simplifie du coup le travail de tout le monde. Et en tout cas, plutôt positif à votre niveau, cette expérimentation-là, cette expérience de téléconsultation. Très bien. N'hésitez pas, alors je ne sais pas si Cédric Matorel est toujours derrière son écran, j'espère. N'hésitez pas à faire remonter vos questions, hein. On va essayer de jouer l'interactivité au maximum sur tous les plans. Merci à vous, docteur et docteur, pour toutes ces réponses. Il y a une question qui n'a pas été abordée jusque-là au niveau de toute cette progression de la digitalisation, de la numérisation. C'est la question des données, de la sensibilité des données. Elle est souvent évoquée dans toutes les applications, mais là on parle de données personnelles de santé, c'est encore plus sensible. Alexandra Brun, vous êtes la DPO, on dit en anglais, on doit dire RPD je pense en français, responsable de la protection des données au sein d'AST 74. J'imagine que cette question de la protection des données, elle est très sensible et suivie de très près dans vos services. Comment ça se passe concrètement ? Alors, donc la sécurité des données, elle repose sur 3 aspects. Donc le premier aspect, c'est de respecter la réglementation et les procédures obligatoires. Donc ça, c'est surtout lié au RGPD, qui est le socle de la donnée personnelle. Donc le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Donc je vais vous citer quelques exemples qui ont été mis en place au sein d'AST 74. Donc il y a eu la nomination d'un DPO. On a aussi, par exemple, revu tous nos contrats avec nos fournisseurs afin d'ajouter les clauses obligatoires dans les contrats. Voilà, je cite quelques exemples. Parallèlement, donc, nous sommes en train d'élaborer une politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé qui répond aux exigences de l'ANS, donc l'Agence numérique de santé. Cette politique, elle est basée sur un référentiel qui est composé de 18 documents fournis par l'ANS. Donc c'est très bordé juridiquement, on peut Oui. le dire comme ça, et du coup techniquement aussi derrière, j'imagine que vous avez des obligations très très strictes en la matière. Voilà, donc ça c'est la partie réglementation. Derrière, donc pour assurer la sécurité au niveau des mesures techniques, on a recours à un hébergeur de données de santé qui, par son statut, assure la sécurité du système d'information, comme il est certifié. Voilà. Et ça veut dire qu'il est en France, notamment. Oui. Ça peut rassurer souvent, c'est pas forcément un gage de sécurité, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu plus rassurant de savoir que ces données sont conservées par une société française sur des serveurs français. Oui. Voilà. On a aussi également mis en place la double authentification des utilisateurs. Et au niveau des communications, elles sont toutes chiffrées de bout en bout. Donc ça, c'est les mesures techniques.
Le troisième aspect sur la sécurité des données, c'est s'assurer de la confidentialité des données. Donc pour ça, on a mis en place une politique de gestion des habilitations qui permet entre autres aux utilisateurs de limiter leur accès aux données strictement nécessaires qu'ils ont besoin pour accomplir leur mission. Voilà. Strict au niveau des mots de passe. Également mis en place des bonnes pratiques, comme par exemple ne pas mettre son mot de passe sous le clavier ou le coller sur l'écran. Voilà. Et, basique. Voilà. Et des verrouillages des sessions automatiquement au bout d'un certain temps. Les messages passent bien, globalement? Oui. Maintenant, on est à peu près de mieux conscient, en mieux. Oui. D'accord. Merci beaucoup. On va jouer l'interactivité au maximum. Je vous laisse passer le micro. Hop, je vous laisse la lingette pour essayer de faire participer un maximum vous qui êtes derrière votre écran. Il y avait une question sur comment se déroule, en fait, à quoi est utilisé Padoa. Est-ce que Padoa s'utilise en amont seulement de la visite ou aussi pendant la visite? L'écran bouge un peu en même temps que je parle, donc c'est compliqué de vous poser la question très clairement. C'est ce que j'ai lu. Hein. Alors, effectivement, la solution qu'on est en train de tester, il y a deux choses distinctes. Elle permet la prévisite de façon à ce que, quand on est en présentiel, il y a une prévisite qui est faite sur des objets connectés et qui permet aux professionnels de santé, médecins ou infirmières, après d'avancer de façon, on va dire, plus efficace avec le salarié. Et il y a une autre fonctionnalité qui est effectivement d'avoir la téléconsultation intégrée. Actuellement, voilà, le témoignage du docteur Lejean, du docteur Michaud, si vous me passez l'expression, c'était un petit peu avec les moyens du bord, du fait du confinement. C'est-à-dire que sur leur fenêtre, ils avaient le salarié en visio et puis une autre fenêtre à côté, le logiciel, et ils devaient passer de l'un à l'autre. Enfin, on imagine bien la difficulté. Alors que Padoa, comme a dit M. Matorel tout à l'heure, ça a été conçu pour faire de la visio. Voilà, directement, et donc le médecin ou l'infirmière n'a qu'à passer et sur le même système. Après, il y a aussi une autre question, je rappelle très rapidement. Voilà, je vois une personne qui dit oui, finalement, on va aller plus vite. Non, alors, où va nous mener la téléconsultation? On le sait peut-être pas encore complètement aujourd'hui, comme dans toutes les innovations. Hein, des fois, elle vous emmène. La première fois que j'ai eu un iPhone entre les mains, j'ai jamais pensé tout ce que je ferais avec. Je pense que pour vous, c'est pareil. On est sûr, c'est que ça limite du temps de déplacement, ça c'est sûr. On est aussi sûr que ça permet d'avoir des rendez-vous plus rapidement, puisqu'on peut plus facilement, entre guillemets, les caser quand c'est des rendez-vous urgents sur des reprises ou des choses qui mettent socialement les gens en difficulté. Maintenant, de dire qu'on va faire de la productivité avec ça, je suis bien incapable de le dire. Et si on en fait, tant mieux, on gagnera en efficacité, on apportera un meilleur service. Maintenant, je crois que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et donc, de dire que on va rattraper le retard en visite qu'on a pris durant le confinement d'ici la fin de l'année grâce à la visio, je ne m'engagerai pas là-dedans, ce serait pas sérieux. Voilà. Très bien. Il y a deux autres questions intéressantes. Une première sur les dates d'entretien. Aura-t-on des dates pour les entretiens en visio ou en présentiel pour les salariés qui réclament des visites de suivi ou d'embauche? Ça, est-ce que le logiciel permet de faire son agenda, on va dire, en ligne? Je vous laisse répondre. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que le nouveau portail permettra d'avoir un historique des visites passées et d'intégrer les nouveaux salariés, si je résume bien la question? Alors, je réponds par la question la plus simple. Oui, historique, oui, bien évidemment. Voilà, on aura un portail employeur beaucoup plus qualitatif que ce qu'on a maintenant. Maintenant sur effectivement, est-ce qu'on pourra prendre rendez-vous? Oui, on va vers des solutions type Doctolib entre guillemets, mais après c'est un petit peu plus compliqué chez nous, voilà, parce que je vais prendre un raisonnement par l'absurde. Imaginons un salarié qui veut absolument voir son médecin toutes les semaines, on pourrait imaginer qu'il pose un rendez-vous toutes les semaines pour suivre son problème. Et si tous les salariés font ça, pour le coup là, les risques psychosociaux des docteurs, ça ira plus. Donc on ouvre effectivement pour un certain nombre d'entreprises, en particulier pour les boîtes d'intérim, pour des choses très précises, mais on le fait en gardant la main et de façon à ce que ce soit gérable pour nous. D'accord. Je me tourne vers Daniel Brett. Vous êtes à la fois employeur et administrateur à ce titre-là de AST 74 et vous êtes situé dans la zone test de Padoa et donc vous êtes un des premiers à avoir découvert l'application.
Ça a été quoi votre réaction à chaud en découvrant cet outil? Alors nous, moi j'ai découvert, il faut dire que dans l'entreprise, je n'utilise pas du tout cette activité, c'est la comptable qui s'en charge, qui suit les RH. Et donc à partir du moment où il y a eu cette mise en place et qu'on se retrouvait dans la zone test, j'ai voulu m'intéresser et regarder. Donc j'ai commencé à regarder avec elle sur ce nouveau portail. C'est d'autant plus intéressant, excusez-moi, je vous coupe parce que j'ai oublié de le dire. Vous êtes à la tête d'une structure qui a une vingtaine de TP, mais une soixantaine de fiches de salaire par mois, avec beaucoup de contrats sur peu d'heures, et malgré tout beaucoup de salariés, avec toutes beaucoup les obligations qui vont en face. de salariés en multi-emploi. Voilà. Donc qui nous pose aussi un suivi par rapport, une question de suivi par rapport aux consultations, parce que il peut pas, voilà, comment on va arriver à savoir s'ils ont passé la visite quelque part, alors qu'ils font le même genre de travail chez plusieurs employeurs. Et du coup, d'avoir un outil qui permet ce suivi, ça vous intéressait d'autant plus. Ça nous intéresse tout à fait. Alors nous, on a regardé, finalement, on a eu un premier regard qui nous a paru, on a eu l'impression d'avoir tout sur l'écran d'un seul coup, sur le portail. Je suis allé à Mettey pour regarder un peu plus comment ça se passait pour l'accueil des salariés. Et puis le siège de la ST 74. Au siège de la ST 74. J'ai discuté aussi avec une hôtesse d'accueil et après je suis revenu encore sur place pour regarder avec la comptable à nouveau. Et là, si vous voulez, on a redécouvert que finalement, très vite, on avait plein de renseignements intéressants pour l'association. Et donc, on avait... par exemple, la liste des salariés, la liste des visites, la liste des renseignements. Par exemple, on avait fait une consultation pour des problèmes de toxicité il n'y a pas très longtemps. On a retrouvé l'information dans ce portail. Donc, si vous voulez, on s'est retrouvé avec plein d'informations très vite accessibles et très centralisées. Avec une deuxième chose qu'on a trouvé bien, nous, c'est finalement, par rapport aux salariés, le rappel par SMS pour le rendez-vous de la visite, si vous voulez. Nous, on vit pas très bien quand on a une visite programmée que le salarié ne va pas à la visite, ou oublie. Donc, si vous voulez, ce rappel à l'ordre nous intéresse beaucoup. Et puis, finalement, on a un suivi, on a le document qui remplissait l'attestation, comme quoi ils ont passé la visite, tout est sur le portail. Donc finalement, moins de papier, toute l'information, on l'a sur place. Et facile d'abord? C'est-à-dire, vous ne craignez pas que vos salariés soient confrontés à un outil qui les dépasse pour leur propre interface? Pas du tout, très facile. Très facile, on a très vite tout trouvé. Et du coup, je pense que si vous voulez, par rapport aux employeurs, si vous voulez, on pourrait faire quelques visio d'une demi-heure pour parler de ce portail en formation. On aura très vite, pour l'AST, on aura très vite beaucoup de monde branché pour regarder, parce que ça prendra pas peu de temps et peu de déplacements. Bon, bah écoutez, le message est passé, hein, Benoît Lecard, si vous voulez faire une visio dédiée à la formation pour cette expérimentation, ça sera peut-être bien utile. Je crois qu'il y a encore beaucoup de questions. N'hésitez pas à les faire remonter. Il y a une question là que je vois là. Alors je connais pas le nom, hein, ça doit être 10 817. Voilà. Je passe à Monsieur Windham. L'inscription de nouveaux salariés pourra-t-elle déclencher automatiquement la visite d'embauche ou faudra-t-il toujours la demander? Il faudra toujours la demander. On a ces questions-là quelques fois par an. Les gens disent j'ai fait une DPAE, donc je dois avoir automatiquement ma visite médicale d'embauche. Alors c'est pas tout à fait possible. Alors, techniquement, on pourrait l'imaginer, mais en fait, le médecin doit décider si c'est lui qui doit voir le salarié ou s'il confie le travail à une infirmière. Alors ça, il y a plusieurs critères. Hein. Pour faire simple, il y a des critères liés au risque auquel le salarié est soumis, et puis il y a aussi des critères liés à l'âge, liés à l'entreprise, qui sont propres aux médecins. Donc on a encore besoin d'une intervention humaine. Voilà, Dieu merci à ce niveau-là. Heureusement, c'est ça, il faut pas le regretter, heureusement. La question suivante est justement liée à ça. Chaque médecin évalue le risque spécifique par patient. Ça fait aussi partie de la liberté d'approche, je sais pas, du feeling peut-être que, je sais pas comment il faut le dire, que le médecin a avec son patient. Est-ce que vous craignez d'être
bridé, trop mis dans des rails avec trop de statistiques, ou est-ce que vous conservez votre liberté? Je me tourne vers vous deux, docteur Michaud, docteur Letendre. Je ne sais pas si l'un de vous deux souhaite répondre à la question. Est-ce qu'il y a un risque de perte de liberté d'initiative du médecin? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, effectivement, il pourrait peut-être y avoir un risque, mais en tout cas, on va veiller effectivement à ce que le médecin garde toute sa liberté. Et si c'est pas le cas, bien sûr, il faudra que le logiciel s'adapte. Mais c'est toujours le médecin qui décidera. Merci. Je ne vois plus les questions. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous m'indiquez comme question, s'il vous plaît? Est-ce que vous en avez? Oui, écoutez, alors, est-ce que la téléconsultation, c'est Olivier qui demande ça. Donc, ces visites en visio seront-elles valables actuellement aussi pour les personnes mineures? Alors, au niveau de la législation, à mon avis, oui. Par contre, une première visite en l'entrée du travail, j'imagine, sans m'avancer beaucoup, que le médecin du travail voudra voir la personne. Voilà. Et quand on te dit, voilà, il s'opine du chef, je crois qu'on est bien en phase voilà, sur tous ces sujets-là. Vous savez, dans notre projet, on dit toute action chez nous, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Et donc l'apprenti qui vient menuisier à 16 ans pour commencer son apprentissage, voilà, le médecin qui va lui apprendre que la poussière de bois c'est cancérigène et que ça donne le cancer des sinus au bout de 30 ans, voilà. Je crois que ça vaut quand même le coup que ce soit dit en présentiel. Au-delà d'examens cliniques sur lesquels je ne rentrerai pas, puisque je ne suis pas médecin, on a peut-être dû le dire au début, mais non, je pense que voilà, là aussi, il faut raison garder. Voilà, il faut raison garder. On n'a pas évoqué cet aspect-là, mais vous, en tant que directeur de service, le choix de vous orienter vers un tel outil, il était guidé par quoi? Alors, je crois que, vous savez, quand on prend des décisions comme ça, de conduire des projets, il y a toujours plusieurs raisons, il n'y a pas qu'une raison. On va dire peut-être la première raison qui a déclenché, c'est que le système qu'on a actuellement, qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, au niveau ergonomie d'utilisation, c'est très difficile pour les salariés. Donc les plaintes sont venues là et on nous a promis que ça allait s'améliorer et on a vu que ce n'était pas le cas. Et en creusant effectivement auprès de ce nouvel acteur, on s'est aperçu qu'il y avait toute la partie data qui devient extrêmement intéressante. Et puis la partie portail adhérent. Et puis après, si je vous mets une dernière raison, on est dans la modernité, comme j'aime bien dire. Voilà, on avait un site internet en 2000. Voilà, on était pour le dire. On a été parmi les premiers services en France à embaucher des infirmières. On est le 11e service en France à avoir été certifié. Donc on est à l'affût, on cherche, on essaie d'avancer pour le meilleur service de nos parties prenantes, donc entreprises, salariés, et puis la puissance publique, parce qu'on est sous, voilà, on a une mission de service public et on doit effectivement rendre des comptes et alimenter les actions de santé publique avec nos données. On a bien précisé qu'il s'agissait d'une expérimentation. En gros, quel est le calendrier là maintenant? Alors, nous, on a démarré il y a 15 jours avec un petit peu de retard du fait du Covid. Donc voilà, c'est tout frais. Il y a plein de problèmes à résoudre, ça c'est normal. Voilà, c'est quand on démarre. Nous, on a prévu une première évaluation fin juillet, une formation des adhérents, une deuxième évaluation qui aura lieu au mois de septembre. On consultera les instances et le conseil d'administration doit décider avant l'AG qui se tiendra le 28 septembre. Savoir si on peut déployer d'ici la fin de l'année, parce que comme beaucoup d'entreprises, on est très rythmé sur le calendrier annuel par rapport à des déclarations, des raisons fiscales, de tout ce que je vous laisse imaginer. Voilà. D'accord. Écoutez, il y a une question. Est-ce que les visites seront plus rapprochées que tous les 2 ou 4 ans? Alors, on va dire réglementairement non. Après, là, c'est la liberté du médecin de dire, lui, je veux le voir, ou elle, je veux le ou la voir tous les ans. Parce qu'il y a soit telle situation de travail, soit tel problème de santé, soit la conjonction des deux qui l'amène à rapprocher. Mais il n'est pas question, a priori, de rapprocher plus les visites. Est-ce que ça laisse plus de temps à vos équipes médicales, le fait de développer la téléconsultation? Ou est-ce que le temps de trajet économisé, ça reste symbolique, on va dire? Je pense pas que ce soit symbolique parce que bon, on est sur tout le département, donc forcément il y a des entreprises
aussi au fond des vallées. Hein. Les entreprises ne sont pas que dans les zones industrielles d'Annecy, de Thonon, je ne vais pas tout citer. Voilà, il faut aller là-haut. Hein. Il faut monter à l'Accusat. Voilà. Et si vous voulez, autant quand il y a des campagnes de saisonniers, le médecin, les infirmières, tout le monde monte et ça fait partie des grosses campagnes. On arrive à avoir, au prix d'une logistique un peu lourde, des grosses efficacités. Par contre, il y a des gens qui vivent l'année à Morzine, et qui travaillent dans des garages et qui peuvent avoir des visites de reprise et qu'il faut voir rapidement. Et ça, mobiliser un médecin pour monter faire cette visite et puis boucher son agenda de là-haut avec des trucs qui sont plus ou moins, ça on devrait gagner en efficacité, oui, c'est plutôt là-dessus. Après, de penser qu'avec la visio, on va faire les visites plus rapidement, ça je ne crois pas. Enfin, on verra peut-être, hein, mais sincèrement, c'est pas dans les objectifs initiaux. D'accord. Est-ce qu'il reste des questions? Je n'en vois pas spécialement. Si on veut, vous évoquiez tout à l'heure l'Assemblée Générale qui décidera de l'avenir de l'expérimentation ou pas. Cette Assemblée Générale, on peut le dire, hein, elle a lieu le 28 septembre. Et ça sera un nouveau temps fort. Et là, on espère que ça sera en présentiel. Normalement, en tout cas, c'est prévu pour. Oui, tout à fait. Là, on l'a reporté pour avoir une chance de la faire en présentiel. Voilà, je pense que si la solution est retenue, on la présentera. Si elle n'est pas retenue, on la présentera pas. Et on repartira sur autre chose. Voilà, moi ce qu'on voulait expliquer cet après-midi, c'est évidemment le Covid, on a été présent, même si c'était virtuellement. Ça a permis de débloquer un grand nombre de choses sur ces visioconsultations. Ça a ouvert le champ des possibles. La technologie est au rendez-vous. Et puis je pense que voilà, le génie humain fait que la conjonction de tout ça va nous permettre effectivement de l'utiliser au mieux, avec peut-être encore une fois ouvrir des champs des possibles en termes de services auprès des entreprises et des adhérents que nous n'imaginons même peut-être pas encore aujourd'hui. Et avant l'AG, quelques jours avant, il y aura la grande journée Présence, on en parlait tout à l'heure. Présence, c'est l'Association nationale des services de santé. Et là, grande manifestation aussi relayée sur le terrain par AST 74, c'est une manifestation nationale avec comme thème le maintien dans l'emploi, comme thème phare. Comment ça va se passer ici, présentiel, distanciel, on sait un petit peu? Alors, on ne sait pas encore. Sincèrement, on ne sait pas encore. On avait une réunion pour préparer tout ça tout à l'heure, là. Je pense on va déjà faire un bilan de ce nous avons fait aujourd'hui, parce que c'est une première pour nous. Voilà, alors spontanément, on dirait on aime bien le présentiel. Après, on sait bien que là, on a eu vraiment beaucoup de monde parce que c'était du distanciel. Donc, on réfléchit. Ce qui nous semble important vraiment, c'est, vous savez, voilà, pour parler aux employeurs, il faut leur parler d'histoire d'employeurs et on va essayer de trouver des témoignages, des success stories sur le maintien en emploi, on en a beaucoup. Éventuellement même un échec, hein, on est prêt à montrer un échec, on se dit pourquoi ça n'a pas marché, hein, et puis d'en tirer les enseignements. On sait que c'est très didactique de faire comme cela. Donc effectivement, rendez-vous le 24 septembre, mais on a encore un petit peu de temps pour travailler la meilleure façon de communiquer. Merci, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Un mot de conclusion, Benoît Dekerle, par rapport, justement, vous venez commencer à le dire, à cette première expérience de virtualisation. Écoutez, moi je crois que c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire à chaud. Moi, je crois qu'on a effectivement, on va vous dire, on n'a jamais eu autant de monde, voilà, qui nous écoute sur un message qu'on voulait faire passer. Hein, donc ça, je pense que c'est une façon moderne de faire. Ça se confirme, ça a confirmé ce qu'on a fait les webinaires donc sur les risques psychosociaux suite au Covid et sur le port des EPI où on a effectivement eu aussi beaucoup de monde. Donc voilà, on va tirer les enseignements de tout ça, en tirer des bonnes pratiques qu'on essaiera de développer. Après, moi, comme je dis, je suis pas médecin, voilà, je suis ingénieur, on fait ce qu'on peut et j'ai dans ma philosophie un peu de la vie, il n'y a pas que celle-là, je vous rassure, mais le monde change parce que la technologie change. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, il y a 20 ans, on ne l'imaginait pas. La première fois que qu'on m'a donné un ordinateur, moi j'ai dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Bon, puis maintenant je suis comme vous tous, j'ai toujours mon ordi avec moi et je vois très bien ce qu'on peut en faire. Donc si on essaie de se projeter derrière, on ne sait pas ce que ça fera. Penser que la visioconsultation va nous aider à résoudre le problème de pénurie médicale, moi j'y crois pas. Par contre, avoir un meilleur service plus rapide, plus efficace auprès des adhérents et de leurs salariés, oui, certainement.
Eh ben, on va suivre ça de près. En tout cas, merci beaucoup Benoît Dekerle, merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenants, hein. Docteur Guilou, Docteur Legendre, Docteur Michaud. Je pense aussi à Serge Le Simple et à Cédric Matorel qui sont à distance et que je salue. Alexandra Brun, des PO, et Daniel Bray, administrateur de AST et testeur de Padoa. Merci aussi à Thierry et à Jean-Philippe au niveau de la technique et de l'organisation. J'espère que tout s'est bien passé derrière vos écrans. On vous signale aussi que vous pourrez retrouver, hein, le webinaire, la table ronde d'aujourd'hui sur le site, ou en tout cas sur la chaîne YouTube, c'est ça, à partir de lundi soir, c'est ça, j'ai bien tout lu. Donc voilà, pour celles et ceux qui l'ont raté ou qui veulent réécouter, ça sera dès lundi soir en ligne. Merci aussi à vous, Eric. Puis on n'a pas cité un groupe Ecomédia, qui est notre partenaire de longue date pour toutes les communications en Haute-Savoie. Merci, merci pour cette animation. Et merci à vous toutes et à vous tous qui êtes derrière vos écrans. On vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à très bientôt. Au revoir.